Alors, l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui, elle a quelque chose de complètement contre-intuitif. C'est l'histoire d'un empire qui met la main sur une fortune quasi infinie. Et cette fortune l'a tué. C'est fou, non? C'est le paradoxe incroyable de l'empire espagnol au XVIe siècle. Et c'est une leçon qu'on va décortiquer ensemble et qui, croyez-moi, vaut vraiment le détour. On peut se poser la question comme ça. Imaginez que vous touchez le gros lot. Mais que se passerait-il si cette chance inouïe était en fait un piège? C'est un peu l'idée derrière cette analyse. On va voir comment un afflux soudain et massif de richesses peut, dans certains cas, agir comme un poison lent. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est le cœur de notre récit. L'idée de départ, une richesse qui tombe du ciel, c'est comme un virus. Et ça nous amène directement à l'histoire de l'Espagne, l'empire qui a en quelque sorte trouvé la banque du monde, pour finir par se déclarer en faillite. Bon, alors, allons-y. Le problème, l'erreur fondamentale de l'Empire espagnol, ça a été de tout mélanger. De confondre deux choses qui semblent pareilles, mais qui sont en fait très différentes. D'un côté, l'argent, des pièces, du métal, et de l'autre, la vraie richesse, c'est-à-dire la capacité d'un pays à produire des choses, à innover, à créer. Pour les Espagnols de l'époque, c'était évident. Cet argent qui arrivait par bateaux entiers, c'était un cadeau de Dieu, un signe. Mais en réalité, c'était plutôt une drogue très puissante. Une drogue qui a donné à l'Empire un sentiment d'être invincible, tout en paralysant petit à petit son économie productive. C'est un peu comme un muscle qu'on arrête d'utiliser. Il finit par s'atrophier. Et la source de cette drogue, elle se trouve à un endroit bien précis, un lieu isolé, perché très haut dans les Andes, qui va à lui seul bouleverser l'économie mondiale, un lieu qui s'appelle Potosí. La vitesse à laquelle tout ça s'est passé est juste stupéfiante. En à peine 10 ans, ce qui n'était qu'un camp de mineurs perdus, est devenu une métropole gigantesque, plus grande que Paris ou Londres à l'époque. Une véritable fourmilière attirant des gens du monde entier, tous pris par cette fièvre de l'argent. Potosí, c'était devenu le cœur battant de l'économie mondiale. Évidemment, cette richesse colossale avait un prix humain terrible. L'extraction reposait sur un système de travail forcé, la mita, qui obligeait les populations locales à travailler dans les mines. Et les conditions étaient tellement atroces, tellement mortelles, que la montagne a très vite eu un surnom qui fait froid dans le dos, la montagne qui dévore les hommes. Et tout cet argent, bien sûr, il ne restait pas en place. La monnaie espagnole, la fameuse pièce de 8, est devenue la toute première monnaie vraiment mondiale. C'était le dollar de la Renaissance. Elle a connecté les marchés de Séville à ceux de Shanghai, et c'est elle qui a tissé les premières grandes routes commerciales de la mondialisation. Mais que se passe-t-il quand on inonde une économie avec des tonnes de monnaie sans pour autant produire plus de choses à acheter? Eh bien, on déclenche une force économique nouvelle et terriblement destructrice, l'inflation. Ce phénomène a été tellement violent à l'époque qu'on lui a donné un nom, la révolution des prix. Ça a complètement brisé des siècles de stabilité. Il faut s'imaginer qu'avant ça, le prix du pain, par exemple, ne changeait quasiment pas d'une génération à l'autre. Pour les gens de l'époque, c'était un choc absolument total. Tenez, pour bien mesurer l'ampleur du choc, 400%. C'est l'augmentation des prix en Espagne en un seul siècle. Les prix ont été multipliés par 4. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les salaires, eux, ne suivaient pas du tout. La grande majorité de la population devenait de plus en plus pauvre, alors même que son pays était, en théorie, le plus riche du monde. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ça a littéralement tué l'économie locale. Prenez un artisan, un cordonnier par exemple. À cause de l'inflation, tout lui coûtait une fortune. Le cuir, sa nourriture, son loyer. Résultat, ses chaussures étaient hors de prix. Et pendant ce temps, on pouvait importer des chaussures françaises pour une fraction du coût. Alors pourquoi acheter espagnol? L'artisan local ne pouvait tout simplement plus rivaliser. Cette petite phrase d'un Français de l'époque, elle résume tout avec une ironie parfaite. La seule et unique chose qui n'était pas chère en Espagne, c'était l'argent. La seule chose que le pays produisait en abondance. Alors on pourrait se dire, ok, mais avec tout cet argent, le roi devait être richissime. Eh bien, pas du tout. Et c'est là le point crucial. Le roi d'Espagne dépensait systématiquement bien plus que ce que les mines pouvaient lui rapporter. Il finançait ses ambitions planétaires à crédit. Il faut dire que le roi Philippe II se voyait comme le champion du catholicisme. Une mission qu'il a embarquée dans des guerres partout en même temps, des guerres qui coûtaient une fortune. En fait, il ne dépensait pas l'argent qu'il avait, il dépensait l'argent qu'il espérait recevoir des futurs bateaux en provenance des Amériques. Et voilà, ce graphique, c'est un peu le bulletin de santé de l'Empire, et il est pas bon du tout. On voit clairement le problème.
tous les impôts collectés, y compris l'argent des Amériques, ne suffisaient même pas à payer les intérêts des dettes déjà existantes. C'était une spirale infernale. La conséquence de tout ça, elle est logique, la faillite. Et ce n'est pas arrivé qu'une fois. Faire faillite, c'est devenu une sorte d'habitude pour l'État espagnol. Et bien sûr, à chaque fois, emprunter de nouveau coûtait encore plus cher, ce qui ne faisait qu'accélérer la chute. On en arrive maintenant à la leçon finale de cette histoire. Car le plus ironique, c'est que pendant que l'Espagne se saignait aux quatre veines, l'argent qu'elle extrayait avec tant de peine a servi à ses ennemis pour construire les bases du monde moderne. Ce tableau montre vraiment deux mondes, deux modèles économiques qui se sont opposés. D'un côté, l'Espagne, où l'argent facile a créé une économie de consommation. À quoi bon produire quand on peut tout importer? De l'autre côté, l'Angleterre et les Pays-Bas. Eux, l'argent espagnol, ils l'obtiennent par le commerce. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils le réinvestissent. Dans des bateaux, des manufactures, les premières bourses. En fait, ils étaient en train de construire leur avenir. L'histoire de l'Espagne, c'est l'exemple parfait. L'exemple de Manuel, de ce qu'on appelle aujourd'hui la malédiction des ressources. C'est un avertissement qui reste d'actualité pour n'importe quel pays qui dépend trop d'une ressource naturelle, que ce soit du pétrole ou autre chose. L'argent facile, ça peut casser le lien vital entre le travail, l'innovation et la réussite. Au fond, la grande tragédie de cette histoire, c'est que l'Espagne a juste servi de tuyau. Elle a fait le plus dur, le plus sale boulot pour sortir l'argent des mines, pour que cet argent file ensuite irriguer et financer l'essor économique des pays qui allaient prendre sa place, comme l'Angleterre ou la Hollande. Finalement, cette histoire de l'Empire espagnol nous laisse avec cette question qui est absolument fondamentale. La vraie richesse d'un pays, c'est quoi? Est-ce que c'est ce qu'il possède dans son sous-sol, ou bien est-ce que c'est ce que ses habitants sont capables de créer, d'inventer, de construire? C'est toute la différence entre avoir de l'argent et savoir créer de la valeur.